Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Paul Garot. Bonjour. Voilà, soyez le bienvenu. Merci. Donc vous êtes toujours, je ne sais pas, la tête de liste du RN Occitanie. Je suis le président du groupe au conseil régional. Ah, voilà, président du groupe. Voilà, vous êtes député européen, vous avez 66 ans, vous êtes famille régionale, vous êtes de Marthe-aux-Lausanne, donc la ville d'où est originaire Carole Delga, un peu de Gaillac et de Villefranche-de-Rouergue. C'est ça. Des racines aussi avéronaises. C'est ça, tout à fait. Donc famille de magistrats. Vous avez été directeur adjoint de l'école de la magistrature. Vous avez commencé la politique en Gironde en 2002. Vous avez été élu député 2 fois de suite sous la liste donc des Républicains, de l'UMP. Voilà. Ensuite, vous avez rejoint en 2010. Vous avez rejoint la droite populaire de Mariani. Je l'ai créé. Vous l'avez créé? Je l'ai créé avec Thierry et on était 4 au début. Oui. Je vous dirai pourquoi si ça vous intéresse. Bien sûr. Oui. Je termine et puis ensuite vous compléterez. Bien sûr. En 2012, vous avez été avocat général à la Cour d'appel de Poitiers. En 2018, vous rejoignez Marine Le Pen. Voilà pour un résumé de votre carrière politique. Et le tout sans changer d'idée. Et en gardant toujours les mêmes convictions. Ce qui fait d'ailleurs que ce parcours, si vous voulez, s'explique aussi parce que j'ai toujours été fidèle à ce que je pensais. Vous avez été fidèle à quoi? Fidèle d'abord à, si vous voulez, d'abord à une sorte de... Enfin, je ne veux pas employer les grands mots, mais quelque part une sorte d'idéal, vous voyez. D'abord parce que j'aime beaucoup mon pays, que finalement j'ai appris à très bien le connaître, que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aussi bien appris à connaître son histoire, et puis parce que je me suis engagé dans un métier qui est la justice, je dirais avec un grand J, c'est bien au-delà d'une administration, d'une simple administration, si je puis dire, qui fait qu'en réalité, j'ai été amené à m'impliquer sur de très 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 nombreux sujets, et j'ai forgé mes convictions. Et à un moment donné, pour faire très très simple, quand j'ai vu que nécessairement il fallait une solution d'ensemble, parce que je voyais malheureusement que mon pays était en train de se dégrader, je me suis dit, si je peux être utile, je vais faire la politique, je vais contribuer à essayer d'apporter ma petite contribution à tout ce que je voyais, parce que dans la justice et dans toutes les fonctions que j'ai occupées, j'ai été aux premières loges pour voir les dégradations successives. Si vous voulez, tout ce qui nous éclate à la figure depuis quelques années, je savais que ça allait arriver. Voilà. Donc j'ai voulu m'engager. D'accord. Donc avant de passer aux questions, on va présenter la une du prochain numéro de La Glorieuse. Ouais. Donc le 987 à la une, donc festival électro, la guerre des platines. Voilà, donc celui qui a organisé le festival qui s'appelle Famille Pique-Nique, qui est un festival qui était là depuis très longtemps à Montpellier, a été remercié par le maire actuel et a été remplacé par un nouveau festival qui s'appelle Brunch Montpellier électronique. Voilà. Bon. C'est le sujet. Voilà. Donc on revient aussi sur les élections législatives. Peu de poids lourds viennent dans l'Hérault. Le PS34 qui présente des candidats presque partout et peu de dissidents. On revient aussi sur les événements violents là, qui se sont passés en marge du FIS. Le sport dérape sur toute la ligne, Stade de France, Saint-Étienne. Le FIS, il y a eu un rassemblement devant la piscine olympique de Montpellier. La piscine a été fracturée. Il y a eu des dégradations à l'intérieur de la piscine ce week-end. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour les sujets du journal de demain matin. Ouais. Une réaction? Si vous voulez... Vous avez évoqué de nombreux sujets, oui, alors politique et puis aussi des faits divers, si on peut dire ainsi, mais ça va bien au-delà, puisque nous voyons avec ce festival ce qui s'est passé, malheureusement ce qui s'est passé aussi au Stade de France. C'est un peu, je dirais, le même mouvement qui est très lié à là aussi une évolution de la société qui est terrible, parce qu'on voit bien sûr que tout ce qui s'est passé au Stade de France et tout ce qui s'est passé aussi à Montpellier, et nous voyons aussi toutes ces questions aussi de délinquance, puisque moi j'ai
été amené disons, intervenir dans tous ces domaines. C'est quand je vous ai dit il y a quelques instants que tout ceci, je le voyais arriver, rien ne m'étonne. Malheureusement, rien ne m'étonne. Voilà. Et si vous voulez, les pouvoirs publics au sens large du terme sont informés de tout cela, sont au courant de tout cela depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est parce que je considère qu'il n'y a pas eu de prise de responsabilité par ceux qui devaient Mais les la prendre. responsabilité, Voilà. elle est où? Elle est au niveau de la formation La de responsabilité... ces jeunes Non, de la responsabilité... justice, oui, si vous voulez, là maintenant, parce que là on est dans l'urgence, les faits se commettent, bien entendu, il y a des auteurs, et bien entendu, il faut les interpeller, il faut les arrêter, il faudrait les juger, puis il faudrait qu'ils soient sanctionnés à la hauteur, évidemment, de la gravité des actes qu'ils ont commis, bien entendu. Mais dans la responsabilité, je dirais, de tout ce qui se survient aujourd'hui, eh bien, il y a évidemment non seulement un manque d'anticipation, mais parce que les gens, les responsables, n'ont pas pris des mesures il y a de cela bien longtemps, qu'ils auraient dû, et évidemment, le faire. Voilà. Et quand j'ai été amené à traiter un certain nombre de dossiers, j'ai pris des responsabilités, mais si vous voulez, un gendarme, un procureur, un maire, à la limite, isolé, ne peut rien faire. Il faut une solution d'ensemble. Donc il faut nécessairement une action politique au sens noble du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous étiez promis garde des Sceaux si Marine Le Pen a accédé à la présidence. Qu'est-ce qui vous différenciez du garde des Sceaux actuel? Je suis exactement l'inverse. Voilà. Oui, mais de donner des oui, faits. mais bien sûr. D'abord, je vais vous dire, c'est très simple. Si j'avais eu l'honneur, bien sûr, d'occuper ces fonctions, je pense que je n'aurais pas été applaudi par les détenus lors de ma première sortie. Vous voyez. Bon, c'est un détail, mais c'est assez symptomatique. Et puis je n'aurais pas non plus, comme donc M. Dupond-Moretti l'a fait en 2010, lorsqu'il a été nommé, pardon, il y a quelque temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite, la première mesure qu'il a prise, c'est d'ordonner une mission d'inspection et d'étude sur le suicide en détention des détenus. Je ne néglige pas le sujet, il y a eu déjà de nombreuses études là-dessus. Mais moi, si vous voulez, j'aurais la première mission que j'aurais donnée dans un domaine analogue, c'est m'occuper des personnels pénitentiaires, vous voyez. Voilà, parce que les personnels pénitentiaires, qui constituent une force, ça fait partie des forces de l'ordre, hein, eh bien, sont dans des situations absolument épouvantables. Et ils sont non seulement dans des conditions très difficiles au niveau de l'exercice de leur métier, mais il y a un problème de sécurité considérable pour eux, pour leur famille. Voilà. Et si vous voulez, je me serais occupé, vous voyez, donc déjà deux points, et puis bien entendu, bien au-delà, et au-delà des questions des moyens concernant la justice, j'aurais fait en sorte qu'en ce qui concerne le pénal, la chaîne pénale, comme l'on dit, ne soit pas rompue comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les policiers qui accusent les magistrats de ne pas faire leur travail, en gros, hein, qui serait la raison d'être, finalement, de ce laxisme judiciaire. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce n'est pas que cela. Il y a beaucoup de choses à reprendre dès la base. Vous avez indiqué que j'ai été directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature. Eh bien, ça commence là. Oui, mais par exemple, justement, la deuxième question, c'était sur l'école de la magistrature. On dit que l'école de la magistrature est très cataloguée à gauche. Bon, vous étiez quand même directeur adjoint et vous êtes de la droite extrême. Ah non, je ne suis pas de la droite extrême. Enfin bon, on va dire, vous êtes... Je suis la droite nationale, si vous voulez, voilà. Mais j'ai cette fibre, j'étais au RPR, vous voyez, oui. Moi, voilà, c'est ça. Bon. Et alors, est-ce qu'on peut être de droite extrême et être directeur adjoint de l'école de la magistrature, alors que tout le monde dit que c'est l'école de la magistrature, c'est de gauche? Oui, mais alors, si vous voulez, il faut juste reprendre très rapidement. J'ai été nommé directeur adjoint de l'école de la magistrature parce que j'avais en tête une réforme de cette école nationale de la magistrature. J'ai été nommé en 1997. Au moment où j'arrive chez ce projet de réforme, et quelques mois plus tard, il y a la dissolution. La dissolution avec un gouvernement de gauche qui se met en place ensuite, puisque bien entendu, on sait ce qui s'est passé avec la cohabitation. Enfin bon, Madame Guigou arrive ministre de la Justice. Donc mon projet de réforme que je voulais faire, je n'ai pas pu le faire. Parce que l'École nationale de la magistrature, à ce moment-là, était effectivement aux mains du syndicat de la magistrature.
Et j'y allais pour essayer de changer les choses, pour qu'il y ait une véritable ouverture, par rapport aux enseignements notamment. Bon. Et donc, ça a été compliqué, effectivement, ensuite à gérer, mais j'ai maintenu un certain nombre de positions avec des difficultés. J'ai eu ma cohabitation en moi, si je puis dire. Bon. Mais il est vrai que, si vous voulez, la gauche, si on peut dire, a toujours considéré que l'École nationale de la magistrature, c'était important. Et le syndicat de la magistrature en premier. Tout comme d'ailleurs, la gauche a toujours considéré, et à juste raison d'ailleurs, que les universités c'est important, que Sciences Po c'est important, que la Sorbonne c'est important. Et donc, c'est toujours arrangé pour, évidemment, faire passer les messages. Et bien entendu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, il n'est pas question de faire passer un message de droite extrême. Moi, je n'ai jamais été de droite extrême. Voilà. Et je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été extrême en quoi que ce soit. Si vous voulez, des gens qui peuvent me connaître depuis longtemps dans mes fonctions judiciaires ou autres, la justice, c'est quand même la balance, hein, c'est quand même l'équilibre. J'ai un très bon, un excellent dossier de magistrat, vous voyez, j'ai aucune tâche dans mon dossier, bien au contraire. Donc, ce qui fait qu'en réalité, voilà, il faut simplement s'investir et reprendre les choses dès le début. Sauf que maintenant, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence de situations qui, elles, sont extrêmes. En votre qualité de magistrat, est-ce qu'on a raté quelque chose sur la justice? Sur ce qui se passe en France, quoi, au niveau de la violence, des banlieues, de l'islamisme. Ah, mais alors... ça s'est passé quand quel est votre regard si vous voulez, il y a un basculement. Il y a un basculement qui intervient avec l'élection de François Mitterrand en 1981 à la présidence de la République. Voilà. Et là, ça correspond finalement à mon entrée en fonction judiciaire, puisque j'ai commencé mes fonctions en 1983. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a progressivement, si vous voulez, un certain nombre d'idées qui sont arrivées de plus en plus présentes dans l'univers sociologique et politique et économique à tous les niveaux, qui fait que, bon, je ne sais pas comment le résumer, c'est dans la foulée de ces générations de mai 68 qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, si vous voulez, hein, et qui se sont retrouvés dans la hiérarchie, avec des idées, je ne critique pas tout, hein, je ne suis pas catégorique, bien entendu, en tant que tel, mais qui ont ouvert à une sorte de perversion, si je puis dire, de la notion de droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, on est chacun favorable aux droits de l'homme, bien entendu, on est tous des républicains, mais il y a une sorte de perversion de cette notion qui va jusqu'à mon sens à une sorte de mondialisation où il faut gommer toutes les différences, où il faut gommer tout ce qui fait la différence justement entre les gens, et ça va très 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 loin. Et tout ceci dans une sorte de permissivité heureuse, qui fait qu'en réalité, si vous voulez, l'homme qui naît naturellement bon, il faut qu'on se mette à son service pour qu'il arrive à s'épanouir. Vous voyez, c'est ça. On part d'un postulat de base dans la théorie rousseauiste, qui est celle que l'homme est naturellement bon, etc. Et que, voilà, il faut mettre à son service tout ce qu'il peut être pour qu'il... Puis, le problème, c'est que la base, si vous voulez, elle peut être fausse. Et moi, dans mes fonctions, j'ai vu que l'homme n'est pas naturellement bon. Vous voyez ? Donc le postulat de base, mon avis, est faux. Et c'est fort dommage, mais il est faux. Il faut en revenir à Rousseau, alors. Il faut en revenir à la réalité des choses, vous voyez. C'est un côté pragmatique, parce que se bercer de bonnes idées, vous savez, il y a des colloques entiers sur les idées généreuses. Des colloques, d'ailleurs, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de finances qui vont avec, sur tout cela. C'est toujours les mêmes hein, qui font tout ça. Bon, à un moment donné, ça se heurte à la réalité. Et la réalité, nous la vivons. Les gens de tous les jours la vivent tous les jours actuellement. Il y a un autre sujet, là, on a perdu cette justice de proximité. Vous avez raison. Concrètement, qu'est-ce que... Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un des points que j'avais évoqué dans le programme présidentiel, bien entendu, puisque j'ai été en charge de celui-là, en ce qui concerne la justice. Mon grand-père était juge de paix. Il n'y avait pas un juge de plus grande proximité. C'était le juge du canton. C'était une référence judiciaire, morale. Vous voyez, fréquente tous les jours des maires. Enfin, bon, c'est une des dernières autorités morales qui reste sur le terrain et dans les campagnes et dans notre ruralité. Et cette proximité, c'était capital. À la limite, j'exagère un peu, on n'avait pas besoin d'aller au tribunal.
On croisait le juge dans la rue, on lui parlait un peu de son litige qu'on avait avec son voisin, le juge disait ce qu'il en pensait, puis c'était terminé. On désamorçait énormément, énormément de situations. Cette justice à proximité, on voulait la remettre en place. Parce que vous savez qu'il y a eu une réforme il y a peu de temps qui a été faite évidemment par Emmanuel Macron qui a supprimé les tribunaux d'instance. Et on a regroupé dans des tribunaux qui étaient avant des tribunaux de grande instance, qui sont devenus des tribunaux judiciaires. Donc on regroupe là aussi de plus en plus dans les métropoles, dans les grands centres. Et donc on éloigne de plus en plus la justice des citoyens. Et donc du coup, nos concitoyens qui sont en particulier évidemment dans nos campagnes, eh ben, ils n'ont plus rien à porter, ni bien sûr la justice, mais ni tout le reste, ni tout le reste. On parle à juste titre des déserts médicaux, les entreprises ne se font plus, bien entendu, dans les campagnes, loin de là, nos agriculteurs disparaissent les uns après les autres. Voilà le résultat d'une politique qui est dramatique pour nos concitoyens. Vous voyez bien qu'il y a un fossé qui s'est creusé, considérable, entre la métropole et le reste de la France, qui ne vote d'ailleurs pas pareil. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que le blues de la défaite de la présidentielle a parasité au début de campagne des législatives. C'est une impression qu'on peut avoir naturellement. Si vous voulez, il y a plusieurs réponses à donner. La première, c'est que... Alors, excusez-moi, là, je confirme cette impression par le fait que Mélenchon et les NUP qui sont arrivés troisième, que vous avez battu dans au troisième tour, en fait, avec cette déclaration qui devait être Premier ministre, ça l'a repositionné presque en deuxième position. Écoutez, NUP, c'est un marché de dupes. Voilà, c'est très simple. Parce qu'en réalité, c'est un conglomérat de gens qui ne s'entendaient pas. On l'a justement pendant la campagne présidentielle, ils se sont fortement opposés. Et qui, en fonction évidemment des circonstances, font des accords d'opportunité. C'est le mariage à la carpe du lapin, etc. Enfin, alors, pas en Occitanie quand même. Pas dans l'Hérault, parce que dans l'Hérault... En Occitanie, on est dans une situation un peu particulière. D'abord parce qu'il y a une forte progression de Marine Le Pen, qui est quand même très nette, très très nette. Languedoc-Roussillon, bien sûr en particulier, et notamment l'Hérault, et notamment le Gard, bien entendu aussi, et notamment aussi les Pyrénées-Orientales, et notamment l'Aude, où il y a une progression considérable. Et puis il y a un particularisme, c'est qu'il y a Madame Delga, la présidente de région, qui est socialiste et qui a dit pas d'alliance avec NUP, restons socialistes. Alors on a des cas de figure très très particuliers qui sont en train de se mettre en place. Moi j'étais pas plus tard qu'hier à Montrégeau, j'étais donc en Haute-Garonne, dans le Comminges, et on a un candidat député sortant, qui était le suppléant de Madame Delga, qui ensuite est devenu le député, qui était socialiste, qui était le seul d'ailleurs socialiste de tous les députés qui avaient été élus en 2017, parce que tous les autres c'était En Marche. Ce socialiste qui est investi NUP, aux grandes dames de Madame Delga. Madame Delga qui est sa directrice de campagne actuelle. Donc le député en question fait marche arrière, 3 pas en arrière, 2 pas en avant. Il est NUP sans lettre. NUP en question investit un autre candidat, du coup, une candidate, qui dit oui, je suis investi NUP, mais enfin, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et dans ce magma, si vous voulez, de ce conglomérat, il y a une structure qui reste stable, c'est nous. Parce que je parle même pas des LR, dont je viens, où c'est un désastre total. Ce qui se passe au LR, je savais comment ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver, bien entendu. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai quitté ce mouvement. Depuis des années, je voyais arriver aussi cela. C'est triste pour la France, bien entendu. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, il ne faut surtout pas que nos concitoyens s'égarent, parce que Mélenchon, c'est un tribun. Mélenchon, il fait le show, d'accord, il a des formules choc, mais derrière, il y a quand même une immigration de masse, il y a quand même la montée de l'islamisme, tout ça. Et là-dessus, si vous voulez, il y a quand même un très gros problème avec NUP, où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des islamo-gauchistes. Il faut que les gens le sachent quand même. Donc vous êtes le 4e politique national à venir à Montpellier. Il y a eu Delga, il y a eu Wauquiez, il y a eu Alliot, il y a Édouard Philippe et Bayrou qui sont espérés à la semaine prochaine. Pourquoi l'Hérault devient si attractif pour tous les partis?
Ah ouais, parce que, si vous voulez, l'Hérault, l'Occitanie, vous savez, c'est un département qui est évidemment un département très intéressant, mais c'est pas le seul, hein. Nous, on va aussi dans les autres départements que j'ai cités, partout. Je vous ai dit, hier j'étais en Garonne, hein, dans le Comminges. Donc, il n'est pas identifié comme étant particulièrement spécifique, mais il est vrai que les scores que le Rassemblement national a obtenus, que Marine Le Pen a obtenus, font que si nous étions sous l'ancienne Languedoc-Roussillon, eh ben, évidemment, le Languedoc-Roussillon aurait déjà, dernières aux élections régionales, basculé donc, dans l'escarcelle, évidemment, du Rassemblement national. Et là, nous avons beaucoup d'espérance, notamment sur les 4 départements que je vous ai cités. Alors, difficile de faire des pronostics, naturellement, hein, parce que tout ça va dépendre, bien entendu, de la participation. Mais je crois que les gens en ont quand même assez de toutes ces magouilles, excusez-moi du terme, de tous ces trucs d'arrière-boutique, hein, qui se passent, voilà, qui ne supportent plus. Alors le problème, c'est que nos concitoyens ont tendance à mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça qui est difficile. Il faut qu'ils comprennent que, et d'une, les élections qui arrivent législatives peuvent amener une nouvelle majorité. C'est-à-dire que les ministres qui ont été nommés par M. Macron, à commencer par le Premier ministre, Mme Borne, qui sont des technos, entre guillemets. Enfin, et ces ministres peuvent très bien être, excusez-moi du terme, dégagés au soir du 19 juin. Il faut d'abord qu'ils le comprennent, parce que ça, malheureusement, il y a une telle focalisation sur l'élection présidentielle qu'ils peuvent ne pas le comprendre et croire que tout est joué avec l'élection présidentielle. Donc moi, je leur dis, vous avez ce pouvoir-là. Parce que je suis persuadé qu'ils ne sont pas satisfaits de l'élection qui s'est faite. C'est encore une sorte d'élection par défaut qui est arrivée. Et surtout, de la nomination du gouvernement. Parce que, bon, je parle de justice, la reconduction de M. Dupond-Moretti, grâce, semble-t-il, à Mme Macron, c'est quand même incroyable, alors qu'il est vraiment... Enfin, c'est difficile d'avoir un plus mauvais ministre à la justice que lui. Et ensuite... Pourquoi grâce à Mme Macron? Ah ben écoutez, moi si j'en crois un certain nombre de vos confrères qui disent que Mme Macron est intervenue à sauver un certain nombre de ministres, etc. Et la nomination, bien sûr, du ministre de l'Éducation nationale, M. Ndiaye. Bon, moi je n'ai rien de personnel contre M. Ndiaye, mais sauf nous savons qu'est-ce qu'il prône depuis longtemps. Libre à lui de prôner ce qu'il veut, mais pas comme ministre de l'Éducation nationale, et pas évidemment comme personne qui va mettre en place tous nos manuels pour nos scolaires et autres. Vous voyez, c'est quand même très lourd de conséquences. Dans l'hypothèse d'un duel entre l'UNUP et l'AREM, là, vous dites quoi? Moi? Oui. On n'a rien à dire de particulier, si vous voulez. Non, on n'a pas de choix à faire. Si vous n'êtes pas qualifié au troisième... Ah non, mais comptez pas sur moi pour dire il faut voter Macron ou il faut voter Mélenchon. Alors là, il n'en est pas question une seconde. Voilà. Donc, et bien entendu, il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a rien du tout. Bon, les électeurs, de toute façon, feront ce qu'ils auront à faire. J'espère que ce cas de figure ne se posera pas, parce que ça serait évidemment dramatique. Voilà. Est-ce que dans votre programme, vous avez 3 mesures pour l'Occitanie qui sont en rupture avec ce que fait Carole Delga? Ah ben alors là, par exemple, dites-moi. Par exemple, sur l'environnement. Bon, sur l'environnement. Les éoliennes? Bien sûr, c'est un exemple, mais alors monumental, si vous voulez, d'une erreur fondamentale qui est en train de se commettre, particulièrement en Occitanie. Autre chose? Nous avons aussi, deuxième point qui est absolument essentiel, c'est le rééquilibrage territorial. Bon, Madame Delga vous fait toute une série de discours en la matière. Mais la réalité, c'est que notre ruralité, elle est dramatiquement abandonnée. Et quand on voit l'évolution de la pauvreté aussi dans cette région, on se rend compte que depuis que Mme Delga est là, et sa politique, elle s'est accentuée, cette pauvreté. Par exemple, je peux vous prendre des tas de sujets, par exemple, un troisième point beaucoup plus précis, puisqu'on y arrive. Quand vous avez naturellement à soutenir les actions locales en ce qui concerne les travaux qui se font, enfin tout ce qui concerne notamment la côte, bien entendu les travaux saisonniers aussi. Il faut mettre en place des structures qui accueillent les travailleurs saisonniers,
des maisons pour les saisonniers, par exemple, si vous voulez, ce sont des mesures très précises qu'on peut très facilement mettre en place, que dont la région peut être maîtresse d'œuvre en ce qui concerne cela. Ben non, toujours pas. Alors que, comment voulez-vous que quelqu'un qui va travailler sur un restaurant sur la côte trouve quelque chose pour se loger qui soit à la hauteur finalement de ce qu'il va recevoir comme salaire, en quelque sorte, si vous voulez, c'est pas possible. Donc évidemment, il y a des crises considérables pour ces gens qui ne peuvent pas évidemment y arriver. Donc Carole Delga a refusé l'accord avec NUPS. Est-ce une bonne chose selon vous? Moi, je n'ai pas à vous dire ce que Madame Delga devrait faire. Hein, bon, et quelles sont les arrière-pensées qui sont les siennes? C'est quoi ces arrière-pensées? Écoutez, j'en sais rien. Je suis pas là non, pour si vous sonder. Dites rien, si vous ne dites rien, il faut me dire quelque chose. Cœurs. Mais simplement, bon. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense, il y a deux choses l'une. Soit Madame Delga est fidèle à finalement ses convictions très marquées en faveur évidemment du socialisme. Voilà. Et donc, bien entendu, on peut comprendre que le marché de dupes qui s'est mis en place par opportunisme, hein, qui fait qu'en réalité, Mélenchon ayant fait un bon score, tout le monde se dit à gauche, la gauche va se réunir autour de Mélenchon. Voilà. Elle reste un peu fidèle à ses convictions, donc c'est plutôt bien. Moi, je trouve ça plutôt bien, effectivement. Après, je vois qu'il y a, comme je vous disais, l'exemple qui était frappant, là où j'étais, donc en Haute-Garonne, dans le Comminges, où là, vous voyez, les choses sont plus nuancées, oui, en fonction des intérêts plus personnels. Voilà. Est-ce que ça vous a échappé que NUPES en verlan, ça voulait dire PS nu? Mais c'est très intéressant. Effectivement, c'est une très 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 bonne définition. Pourquoi la politique fait de plus en plus fuir les électeurs? C'est le problème majeur, effectivement. Vous avez raison, parce que si la politique ne règle pas, c'est par des solutions d'ensemble, ce qui est en train de se passer, ça se réglera d'une autre façon. Et moi, le démocrate que je suis, je ne veux pas que ça se règle d'une autre façon. Je veux que ça se règle par les élections. Voilà. Et d'une autre façon, ça va se régler dans la rue. Voilà, je sais de quoi. Mais ça finira par se régler dans la rue et je veux l'éviter. Je veux tout faire pour l'éviter. Voilà. Écoutez, c'est ce que disent vous avez... les gens qui mettent le chiffon rouge. Non, mais regardez ce qui s'est passé avec tout ce qui a suivi la manifestation spontanée des Gilets jaunes, avec toute l'extrême gauche qui est descendue dans la rue, Black Bloc, etc., avec les grandes villes, Montpellier, Paris et autres, qui ont été quasiment à feu et à sang à un moment donné. Donc moi, si vous voulez, je veux éviter à la France et à nos concitoyens ça. Parce qu'on a pu lire quand même dans la presse internationale que si le Rassemblement national prenait le pouvoir en France, ce serait une sorte de révolution encore pire que s'il y avait Macron. On a fait peur, on a tellement fait peur, surtout entre les deux tours. Allez demander aux habitants de Fréjus ou de Perpignan, par exemple, s'ils ont peur en sortant dans la rue. Vous voyez ? Allez demander aux habitants des Nains-Beaumont comment ça se passe. Quand le Front National, enfin le Rassemblement National maintenant est en place, eh bien ils en redemandent. Vous ne parlez pas de Béziers? Si, j'allais parler de Béziers, bien sûr. J'ai senti que vous alliez en parler. Parce que Robert Ménard, il est un peu flottant en ce moment. On a l'impression qu'il joue sa partition. Mais si vous voulez, Robert Ménard, vous avez une politique en tant que maire de Béziers qui est très réussie. On a vu que Béziers a changé. Béziers se transforme. Comme quoi, si on veut, on peut, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas une fatalité à garder une ville dans l'insécurité, sale, où on ne peut plus faire de commerce, etc. Il n'y a pas de fatalité à ça. Il faut bien que les gens le comprennent. Ce n'est pas le bulletin de vote. C'est parce qu'ils ont voté Robert Ménard que les choses changent et il a mis en place une équipe. Après, au niveau national, il y a des élections nationales, il a sa partition. À lui, c'est Robert Ménard, c'est une personnalité. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a soutenu, bien sûr, Marine Le Pen, qu'il a appelé à voter pour elle, qu'il a donné sa signature pour qu'elle soit investie comme candidate à la présidentielle. C'est l'essentiel. Finalement, c'est un bon soldat. Soldat, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, effectivement, a démontré un certain nombre de convictions sur le terrain et il les a passées, effectivement, à une réalité qui satisfait, bien sûr, au Biterrois. Comme on dit au stade de rugby, ici, c'est Montpellier. Ouais. Donc, ça ne vous a pas échappé. Même si Montpellier
Bon, ils ont terminé premier du championnat de rugby. Ouais. Ça vous a pas échappé? Non, ça m'échappe pas, mais je suis. Vous êtes Toulousain. Je suis. Vous êtes Toulousain. Je suis dans l'Occitanie et je suis né à Toulouse. Voilà. Alors je vais pas dire. Si vous voulez, le rugby en général, bien entendu, c'est un sport que j'ai pratiqué, donc bon, je le connais particulièrement et j'y ai de nombreux amis. Ici, on est un peu sur une terre de rugby, alors on va terminer la question. Quel est votre regard sur ici à Montpellier sur son maire, Michael Delafosse? Ben, écoutez, voilà, moi regardez Montpellier, regardez ce qui s'y passe, regardez cette insécurité galopante, regardez, voilà, moi j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre de représentants de forces de l'ordre. Ils me disent qu'il y a un énorme problème avec ce qu'on appelle les mineurs isolés, vous savez, les actes de délinquance, surtout avec attaques, agressions, avec armes blanches en particulier. C'est surtout eux. Alors, je ne dis pas que le maire est... à Toulouse. En proportion, si vous voulez, au ratio d'habitants, Montpellier, sur un certain nombre d'infractions comme celle-là, si j'ose dire, est en pointe. Alors c'est le cas effectivement, c'est une catastrophe de voir ça. Je ne dis pas que la faute est entièrement c'est la responsabilité du maire. Je dis simplement qu'il m'est arrivé, quand j'étais notamment président de tribunal, il m'est arrivé de mettre en place des dispositifs avec le maire, avec le procureur naturellement, avec le préfet, pour sécuriser un certain nombre de choses. Voilà. Et chacun, on sait, mais il faut prendre des initiatives par rapport à ça, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Eh bien, on arrivait à maîtriser ces questions-là. Voilà. Donc, quelque chose de bien quand même sur Montpellier. Vous voyez, c'est une très belle ville, un patrimoine historique qui est très important, sur lequel, normalement, c'est une grande ville dans laquelle il devrait être bon vivre. Voilà. Il fait bon vivre à Montpellier. Il fait bon vivre, ça dépend des heures de la journée et des endroits. Très bien. Je vous remercie, vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci à vous. Merci bien.